Bonjour, mon nom est Pierre Côté. Je suis le président et le fondateur de l'indice relatif de bonheur, mieux connu sous le nom de IRB. Je vous entends déjà murmurer une autre patente sur le bonheur, un autre qui croit avoir réussi à mettre le bonheur en boîte puis à le commercialiser. Je ne peux pas vraiment vous en vouloir parce que si vous tapez le mot bonheur sur Google, vous allez avoir 132 millions d'articles qui vont référer à ce mot-là, plus de 400 millions si vous faites le même exercice, si vous tapez happiness en anglais. C'est du moins le nombre lorsque la dernière fois que j'ai fait le résultat. Vous comprendrez que je ne les ai pas tous lus, ces articles-là, mais je peux vous parier que la grande majorité de ces articles-là, c'est un peu n'importe quoi. C'est des articles qui s'inspirent davantage de l'ésotérisme ou de la psychopop plutôt que basés sur une approche plus scientifique ou plus rationnelle. Il y a le dos large de bonheur, hein? C'est une industrie de plusieurs dizaines de millions de dollars. Et pourquoi cette industrie est-elle si profitable? Bien, justement parce que le bonheur peut être n'importe quoi. C'est un concept flou dont beaucoup de gens abusent, puis ne se gênent pas non plus pour le faire. On dit dans le jargon que les gens font du cheval sur le dos du bonheur. C'est une façon également peut-être d'exploiter les gens. Dans une société où tout le monde se cherche, où la quête de sens prend toutes les directions, les vendeurs de rêves et d'illusions font des affaires d'or. Pour moi, le bonheur, c'est tout excepté ça. L'indice que j'ai créé en 2006 s'en va dans le sens totalement opposé. En fait, pour moi, le bonheur doit devenir une notion concrète, une variable réelle qui va venir s'ajouter à celle plus économique et financière dont on sert tout le temps quand vient le temps de juger l'état d'une société ou d'une collectivité. En fait, pour moi, le bonheur doit devenir une notion concrète, une variable réelle qui vient venir s'ajouter à celle plus économique et financière et qui va ajouter une dimension davantage humaine et essentielle lorsque vient le temps d'évaluer une société ou une collectivité. Bon, il y a probablement de nombreux sceptiques parmi vous. Alors, le but de ma présentation, ça va être un peu de vous changer, de vous faire changer d'idée, de vous convaincre et de vous intéresser ou de vous associer à cet indice, un indice porteur qui renferme tout le potentiel pour améliorer nos sociétés et agir en fonction de l'amélioration du bonheur, tant celui individuel que collectif. Mais l'indice de bonheur, l'indice relatif de bonheur, c'est quoi? C'est simple, c'est l'auto-évaluation que chacun fait de son état. Malgré toutes les avancées technologiques, malgré les appareils toujours plus sophistiqués, il y a encore personne. Le bonheur demeure encore un mystère et il n'y a personne qui est capable d'évaluer le niveau de bonheur de quelqu'un. La seule façon de déterminer si quelqu'un est heureux, c'est de lui demander, simplement. Et de demander de le faire en établissant une échelle sur 10, parfois sur 100. Même encore, John Zelensky, qui est le directeur du laboratoire de recherche de l'Université Carleton d'Ottawa, après des années de recherche, arrive à la même conclusion. L'IRB est donc à la base une auto-évaluation de son niveau de bonheur. Mais c'est aussi devenu au fil des ans un indice statistique, scientifique, mathématique et modélisable. Laissez-moi faire un petit recul dans le temps. En 2006, par hasard, je suis tombé sur une émission de télévision qui était en fait plutôt un débat télévisé, où il y avait deux clans opposés qui devaient déterminer ou répondre à une question. La question, c'était, est-ce que le Québec est une société pauvre? C'est intéressant, on va regarder ça. Après 30 minutes de débat futile, où chacun n'utilisait que des données financières et économiques, les uns utilisant les données des autres pour faire valoir leur point de vue, on n'était pas plus avancé à savoir si le Québec était une société pauvre ou non. Et moi, le premier. En fait, on avait complètement passé à côté d'une notion qui m'apparaissait fondamentale. Au lieu de toujours se poser la question à savoir si le Québec est une société pauvre ou non, pourrait-on se poser la question si c'est une société heureuse ou pas? Cette question m'apparaissait élémentaire. C'est à ce moment-là que m'est venue l'idée de créer l'indice relatif de bonheur. Un indice qui permet de mesurer l'état d'une société, d'une collectivité. Un indice humain, mais crédible. De faire du bonheur une variable sérieuse qui puisse être utilisée autrement que pour vendre des livres sur la croissance personnelle.
Dans mes rêves les plus fous, je voyais le rayonnement de cet indice-là au niveau mondial, permettant de décortiquer les niveaux de bonheur selon les pays, selon les provinces, selon les États, les villes. De les comparer, d'agir nationalement, régionalement et localement pour l'améliorer. De fournir aux instances décisionnelles une information crédible, pertinente, avec laquelle ils pourraient agir. S'il est vrai que le pouvoir, c'est l'information, il est également vrai de dire que le bonheur, c'est l'information. Parce que la meilleure façon d'agir sur quelque chose, c'est de le connaître au bout de ses doigts. Donc, j'ai investi les 5 dernières années à étudier le bonheur. Je voulais que l'IRB soit différent de tous les autres indices qui sont utilisés, qui sont diffusés, qu'il prenne sa racine et ses sources des individus mêmes. Vous savez, l'ONU a déclaré que le Danemark était le pays le plus heureux. Possiblement. Mais est-ce qu'on a demandé aux Danois s'ils étaient heureux? Si on leur demandait, probablement qu'ils seraient heureux, mais est-ce qu'ils le seraient autant que les indicateurs le disent? C'est une autre chose. En fait, ce n'est pas parce que tous les indicateurs sont réunis que forcément les gens vont être plus heureux. Tous les palmarès sur le bonheur ou sur le bien-être ou le mieux-être sont tous inspirés du même principe. En fait, on utilise 20, 30, 40 de ces indicateurs, souvent différents d'une étude à une autre, puis on leur accorde une importance Y, on les pondère, on mélange un petit peu le tout et hop, le lapin sort du sac et on détermine quelle ville ou quel pays est le plus heureux. Je ne dis pas que ces palmarès-là ne sont pas intéressants, sauf qu'ils sont toujours, ce qui démontre, c'est que selon les indicateurs utilisés, les gens de telle ville ou de tel pays devraient être les plus heureux. Mais c'est une autre chose quand on leur demande. Donc, ce qu'on dit, l'IRB procède complètement à l'inverse. Il n'y a aucun utilisateur, il n'y a aucun indicateur qui est utilisé. Tout part de l'auto-évaluation que chacun fait de son propre état parce qu'ils demeurent les seuls à pouvoir le faire. La validation de ce principe de l'IRB puis l'implantation du site a demandé près d'1 an de travail. 4 grands principes sous-tendent l'indice relatif de bonheur. Le premier, c'est que si on demande aux gens de répondre à des questions d'ordre personnel, ils vont être assez honnêtes pour y répondre de façon intègre. C'est un principe de base derrière tout sondage. Donc, on croit que les gens procèdent de façon intègre quand ils répondent au questionnaire et quand ils évaluent leur propre niveau de bonheur. Le second principe voulait qu'en posant une foule de questions complémentaires, il serait possible de croiser des données, d'établir des taux d'incidence, des corrélations et d'établir des causes à effet, de la statistique pure. Le troisième principe s'appuyait sur la qualité et la crédibilité de l'information diffusée sur le site. Cette information, en principe, devait intéresser les journalistes ou les médias qui en parleraient et qui référeraient leurs lecteurs à aller sur le site de l'IRB pour en savoir davantage. Et le quatrième principe misait sur la participation volontaire des gens qui visitent le site de l'IRB à remplir le questionnaire qui est toujours en ligne, questionnaire dans lequel ils sont systématiquement interrogés et on les appelle à évaluer leur niveau de bonheur dans chacun de ces questionnaires-là. Le principe a fonctionné, au-delà de toute espérance. En 5 ans, l'IRB est devenu au Québec un véritable observatoire social indépendant, possédant une banque de données impressionnante. Imaginez 40 enquêtes complétées depuis 5 ans, 800 questions posées, aucune commanditée ou commandée, 70 000 Québécois interrogés, plus de 500 articles rédigés et publiés sur le site. Imaginez toute cette information, mais à l'échelle de la planète. Une information qui est riche, intelligente, contemporaine et chargée de sens. Une information qui touche à toutes les sphères de la vie. La politique, l'économie, l'environnement, la société, la culture, la famille, l'éducation, les relations entre hommes et femmes, la mort. En fait, il n'y a aucune limite aux questions que l'on peut poser et aux analyses qui peuvent en découler. Cette richesse de données a permis au fil des 5 dernières années d'identifier et de pondérer 24 facteurs d'influence du bonheur, d'identifier et de pondérer 5 facteurs d'influence du bonheur au travail et de développer conséquemment un outil pour poser des diagnostics en entreprise et identifier des solutions pour les améliorer. L'IRB, données statistiques à l'appui, va plus loin que quiconque s'est consacré à l'étude du bonheur et à ses différentes manifestations.
La grande force de l'IRB, c'est de concrétiser, de mathématiser et de calculer les différents facteurs d'influence en établissant des incidences et des relations de cause à effet. Quelques exemples. L'argent. L'argent. Tout le monde sait que l'argent contribue au bonheur. Mais de quelle façon? Dans quelle proportion? C'est une évidence. C'est maintenant connu et chiffré. Systématiquement, sur les 40 enquêtes réalisées, les personnes qui déclarent les plus faibles revenus affichent un IRB de 9 à 12 points plus faible que ceux qui déclarent les plus hauts revenus. Et la courbe, comme vous pouvez voir, est presque toujours directement proportionnelle. Ça ne veut pas dire, on s'entend, que les plus riches ont le bonheur en confession et que les plus pauvres ont le malheur qui leur colle au dos. Mais on connaît, on sait, on a calculé l'incidence de l'argent sur le niveau de bonheur des gens. D'ailleurs, l'argent ou la situation financière personnelle occupe le 5e parmi les 24 facteurs d'influence du bonheur. Il faut également savoir que ce facteur-là, comme les 23 autres, se subdivise dans une multitude d'attitudes qui ont toutes, à différents niveaux, des influences et des incidences sur le niveau de bonheur des gens. Ainsi, après un certain point, au niveau de la courbe décline et devient une ligne droite, ce qu'on appelle le phénomène d'aplanissement des courbes. Il n'y a plus d'écart entre l'IRB des gens qui déclarent 250 000 et ceux qui déclarent 300 000 En fait, à partir du moment où l'argent devient une priorité, une préoccupation et que ça devient un peu ton motif dans la vie, le niveau de bonheur de ces gens-là diminue et se situe en dessous de la moyenne nationale. Ce qu'on sait, c'est que l'argent contribue au bonheur, mais elle ne rend pas les gens meilleurs. Il y aurait beaucoup à dire sur l'influence de l'argent sur le bonheur, mais on va passer à d'autres notions qui sont tout aussi importantes, dont la prochaine, le travail. Tout le monde se doute bien de l'importance du travail. En fait, il y en a beaucoup qui vont se définir d'abord et avant tout par le travail qu'ils font que par ce qu'ils sont réellement. Et son travail, mieux vaut l'apprécier parce que, comme vous voyez au niveau du graphique qui est présentement sur l'écran, c'est que la différence de l'IRB entre les gens qui se disent pleinement satisfaits de leur travail et ceux qui ne le sont pas est énorme. En fait, on ne parle plus d'écart, on parle d'un fossé, 30 points entre les uns et les autres. Donc, vous comprenez rapidement pourquoi le facteur travail occupe le troisième rang parmi les 24. Et pour ceux qui ont encore des doutes, il faut savoir que 80 des gens croient impossible d'être heureux sans avoir un travail qui les satisfasse pleinement. En comparaison, ils sont seulement 60 à croire la même chose, mais sans avoir ou sans éprouver de l'amour pour une autre personne. L'amour, d'ailleurs, occupe le 6e rang des 24 facteurs, juste après la situation financière personnelle. Évidemment, le bonheur qu'on a au niveau du travail se résume à 5 facteurs essentiels. On appelle ça la théorie des 5 R, parce que systématiquement, ce sont tout le temps ces 5 facteurs-là qui reviennent et qui agissent sur le niveau de bonheur au travail de la même façon, dans l'ordre qu'ils sont là. Le premier, c'est la réalisation de soi. Le second, ce sont les relations de travail ou le climat de travail. Troisième, la reconnaissance. Quatrième, la responsabilisation. Et le 5e, la rémunération. Vous vous demandez probablement, c'est quoi le premier facteur d'influence du bonheur? C'est simple, c'est l'accomplissement. L'accomplissement, c'est un facteur évidemment très, très large, mais c'est la sensation d'avoir réussi sa vie, ou la sensation, pour être plus précis, que la vie que l'on mène correspond à la vie que l'on rêve. En fait, c'est assez simple. C'est la théorie du casse-tête ou du puzzle. Prenez 2 morceaux de casse-tête. L'un représente la vie réelle, la vie que vous vivez, et l'autre représente la vie rêvée. C'est simple, il faut que les 2 morceaux puissent rentrer l'un dans l'autre. On peut toujours forcer un petit peu, mais si on force trop, si ça devient impossible qu'un morceau rentre dans l'autre, oubliez ça. Vous allez être constamment à la remorque, constamment en train d'essayer de combler des attentes qui sont impossibles à réaliser dans votre vie réelle. Pour vous en assurer, regardez l'écart de l'IRB entre les gens qui disent que leur vie réelle correspond à la vie rêvée et ceux qui disent le contraire, en fait, que leur vie réelle ne correspond pas réellement à la vie rêvée. Il y a énormément d'autres éléments qu'on peut rapidement parler, des autres facteurs qui sont intéressants. La famille, la relation. La famille arrive en 4e position et on voit tout de suite l'incidence sur l'indice de bonheur entre le fait d'avoir des relations étroites et intimes avec les membres de sa famille. On réalise également que si la famille apparaît au 4e rang
des 24 facteurs, elle glisse au 7e rang pour les 18-24 ans. Et l'amitié, qui est le 9e facteur en importance, glisse au 4e rang, toujours pour les 18-24, parce que l'amitié pour eux autres est vraiment importante. Et aussi, les familles sont beaucoup plus petites, donc le voisin d'à côté remplace souvent ce qui était le frère ou la sœur avant. Il serait vraiment d'ailleurs intéressant de discuter la notion d'amitié selon Facebook, mais dans la vraie vie, le nombre de vrais amis, d'amis authentiques, est évidemment, vous en doutez bien, beaucoup plus bas. En fait, 75 % admettent que le réseau d'amis véritable ne contient pas plus de 3 amis. Et l'étendue de ce réseau influence directement le niveau de bonheur des gens. Vous avez ici la courbe qui le démontre. En fait, plus notre réseau est élargi, plus notre indice de bonheur est grand. Sauf que la courbe, elle s'aplanit. Le phénomène d'aplanissement des courbes que je vous expliquais tantôt pour l'argent, il vaut également pour les amis. Après 5 ou 6 réels amis dans ton petit réseau d'amis, ça ne change plus rien. La courbe devient flat. Donc, on a besoin d'avoir un minimum d'amis dans notre réseau fidèle, mais aussitôt qu'on en a trop, l'effet contraire se produit souvent. Le meilleur exemple que je pourrais vous donner, si on va plus loin que ça, c'est les relations sexuelles. On s'entend que c'est essentiel d'avoir des relations sexuelles et ça influence également notre niveau de bonheur. Vous avez ici la courbe qui apparaît à l'écran. Donc, ceux qui le font moins d'une fois par semaine, ils ont un indice de bonheur de 73,2. Cet indice grimpe jusqu'à 80, 81 pour ceux qui le font 2 à 3 fois par semaine. Mais après ce niveau-là, qu'on le fasse 4, 5, 6 ou 7 fois par semaine, ça n'a plus d'influence. La courbe du bonheur reste la même. Et je peux même vous garantir que ceux qui ont besoin de le faire 10 ou 12 fois par semaine, que leur niveau de bonheur est beaucoup plus faible parce que ça dénote une certaine forme de dépendance. Alors, ce qu'on comprend au niveau des relations sexuelles, c'est que ce n'est pas la quantité qui importe, oui, jusqu'à un certain point, mais c'est surtout la qualité. Ici, vous avez le graphique en fonction de la satisfaction, l'IRB en fonction de la satisfaction de nos relations sexuelles. Et encore là, il y a un énorme écart, 20 points entre ceux qui se disent satisfaits de ces relations-là versus ceux qui se disent insatisfaits. À la lumière de ces données-là, on aurait tendance à dire que mieux vaut avoir du bon sexe moins souvent que du mauvais sexe trop souvent. Il y a également de nombreux facteurs parce que, par chance, le bonheur ne se conjugue pas qu'au verbe avoir, la notion d'être aussi qui est très présente. Et il y a des facteurs comme la sérénité, l'optimisme, la spiritualité, l'altruisme et la solidarité qui sont tous des facteurs d'influence du bonheur et qui agissent tous à un certain niveau sur sur sa quête qu'on a en fait du bonheur. L'autre élément qui est intéressant, c'est de constater comment, et ça, les femmes s'évaluent plus heureuses que les hommes, et ça, c'est systématique, c'est incroyable. Sur les 40 enquêtes réalisées, les femmes ont un score parfait. 40 fois sur 40, les femmes ont évalué leur niveau de bonheur plus élevé que les hommes. Pas de beaucoup, de 2 à 3 points, mais c'est systématique. Les hommes se défendent, mi-sérieux, mi-blagueurs, en prétendant que les femmes sont plus heureuses parce qu'ils les satisfont ou les comblent. Moi, je connais un tas de femmes qui s'étoufferaient dans leur tasse de café en entendant un tel commentaire. En fait, les femmes s'évaluent plus heureuses parce qu'elles sont plus humaines, plus sensibles, plus empathiques, plus proches de leurs sentiments également et plus portées vers l'entraide. Elles communiquent, s'ouvrent davantage et cherchent aussi beaucoup plus le bien-être que le pouvoir. En fait, ce qu'on essaie de vous démontrer, c'est que l'IRB a réussi à approcher un petit peu plus le bonheur de la science. Dès lors, il est plus facile et plus pertinent d'intégrer ce bonheur-là dans des modèles ou dans des systèmes. Juste comme ça, l'IRB moyen pour la province de Québec se situe à 76,6 depuis 5 ans. C'est à peu près le même niveau que l'IRB canadien. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que l'IRB québécois et l'IRB français, il y a des écarts importants. Vous savez, dans un monde viral, sans qu'il y ait de promotion de l'IRB qui soit faite de l'autre côté de l'Atlantique, à un moment donné, il y a des médias qui ont récupéré ça. Et on a tellement eu de visibilité en France qu'on a collecté au-delà de 30 000 répondants français qui ont fait le test. Et savez-vous quoi? 2 fois plutôt qu'une, on a pu évaluer le niveau de bonheur des Français et le niveau de bonheur des Québécois.
Et ce qu'on se rend compte, c'est que les deux fois plutôt qu'une, l'IRB québécois est 8 points supérieur à l'IRB français. C'est quand même considérable. Et quand on regarde, on veut essayer de comprendre pourquoi, mais on se rend compte que sur les 24 facteurs, les Québécois évaluent, il y a 19 de ces 24 facteurs-là qui sont évalués plus fortement que les Québécois, dont 12 des 14 premiers facteurs. Évidemment, dans les deux cas, on peut dire que les Français sont peut-être un peu plus sévères envers eux autres, peut-être un peu plus critiques, mais il n'en reste pas moins que ces 24 facteurs-là, oui, s'ils peuvent différer d'un pays à un autre, occuper des rangs différents, on comprend tout ça, sauf que le principe demeure et les grandes valeurs fondamentales vont toujours se retrouver à l'intérieur de ces 24 facteurs-là. En fait, la multitude de données recueillies jusqu'à maintenant au Québec et dans une certaine mesure en France, ainsi que le traitement qu'on peut faire de ces données-là et des analyses comparatives est un peu particulière. Je dirais que c'est unique au monde. Pour des dizaines de villes au Québec actuellement, il est possible de connaître instantanément leur indice de bonheur moyen et de le comparer avec la moyenne nationale et de le faire en fonction de différents segments sociodémographiques tels que l'âge, le sexe, le statut. Vous avez ici à l'écran les résultats pour Montréal. Donc déjà là, 7 155 répondants, on ne parle même plus de marge d'erreur. Et vous avez l'IRB moyen pour Montréal, l'IRB moyen en fonction que ce soit des hommes ou des femmes en fonction de leur âge. Donc ça nous donne déjà une information qui est excessivement valable. Mais l'IRB va beaucoup plus loin que ça. L'IRB ne s'arrête pas là. On est maintenant capable, toujours pour Montréal, d'établir leur performance, la performance des répondants de Montréal, en fonction de chacun des 24 facteurs d'influence du bonheur. Et comme vous pouvez voir sur le graphique qui suit, Montréal, on peut un peu mieux comprendre l'état un peu négatif qui règne à Montréal, aussi pourquoi Montréal systématiquement se situe presque à la fin du classement des villes, du palmarès des villes les plus heureuses de l'IRB, c'est que sur l'ensemble de ces facteurs, regardez les premiers, accomplissement, santé, travail, dans le rouge. Parce que, bon, aussitôt qu'on est positif, au-dessus de la moyenne nationale, c'est vert. Aussitôt qu'on est en dessous de la moyenne nationale, c'est rouge. On regarde les quatrième, cinquième et sixième facteurs, toujours dans le rouge. Septième facteur, liberté, dans le rouge encore. Le premier facteur positif, et à peine positif pour Montréal, c'est la reconnaissance. Et ensuite, l'amitié suit. En fait, on se rend compte que toutes ces données-là sont d'une richesse incroyable. C'est des données pertinentes, utiles, sur lesquelles on est capable d'agir. En fait, deux mairesses, quand ils ont su de villes au Québec, quand ils ont su que ces données-là étaient possibles, étaient existantes pour leur ville, on dit que c'est impossible qu'on ne puisse pas utiliser ça parce que si on peut influencer ne serait-ce qu'un ou deux facteurs d'influence du bonheur de notre collectivité, on se doit de le faire. Ainsi, si on va aller plus loin et on veut comparer, le but n'est pas de tout le temps faire mal à l'un et faire plaisir à l'autre, mais si on veut comparer deux villes entre elles, Montréal et Québec, bon, vous avez ici le nombre de participants. Déjà là, on parle d'études qui dépassent toutes les normes statistiques. On se rend compte, bon, on compare l'IRB moyen de Montréal avec celui de Québec. On se rend compte que Montréal, sur les 24 facteurs, il y en a 10 qui sont positifs, alors qu'il y en a 16 positifs pour Québec. On se rend compte que parmi les facteurs négatifs, les 14 facteurs négatifs de Montréal, bon, l'accomplissement, le travail, l'argent et l'amour sont négatifs, on l'a vu tantôt. Comparativement à Québec, ces 4 facteurs-là sont positifs. On se rend compte également que pour Montréal, le facteur numéro 17, l'environnement, la sensibilité environnementale, c'est positif, alors que c'est négatif pour Québec. En fait, les analyses et les comparaisons de chacune des villes pourraient s'allonger, mais tous ceux et celles qui connaissent le contexte économique actuel ou la réalité sociale de la province de Québec seraient d'accord avec ces résultats-là, puis vont reconnaître qu'ils sont, dans une certaine mesure, fidèles à la réalité. En fait, ça nous démontre comment on peut agir, ça nous démontre qu'avec certaines données, on peut être capable de comprendre un peu mieux des situations, et c'est quand on comprend mieux des situations qu'on est capable d'agir pour les changer. Alors, imaginez, ça c'est juste pour Montréal et Québec. Je l'ai aussi pour Longueuil, pour plein d'autres villes. Mais imaginez un instant si cette information-là était disponible partout. Elle permettrait d'analyser le niveau de bonheur des États, des villes, des quartiers, des arrondissements, de les mettre en comparaison les uns avec les autres, d'identifier des éléments qui freinent ou qui briment le bonheur de certains groupes ou certaines populations. Et surtout, ça nous permettrait ou ça nous donnerait les moyens d'agir pour l'améliorer. Cette même collecte d'informations que je vous parle depuis tantôt, bien évidemment, on le fait au niveau des entreprises. C'est maintenant
prouvé qu'un employé heureux va être plus efficace, va être plus performant. Tout le monde connaît le principe, les employeurs aussi. On peut calculer l'effet d'un employé heureux ou des employés heureux par dizaines de millions de dollars. Il est maintenant possible de diagnostiquer le niveau de bonheur d'une entreprise, de mesurer le niveau de bonheur de ses travailleurs pour être capable d'agir positivement pour l'améliorer. Vous avez ici le graphique qui démontre, pour un groupe donné, leur performance en fonction des 5 facteurs R de bonheur au travail. Immédiatement, on a pour chacun des facteurs la moyenne générale, mais dans ce cas-là, les 2 segments analysés, la performance de chacun de ces segments-là. Donc, on est tout de suite capable de savoir où se situent les faiblesses, où se situent les forces, et déjà tenter d'essayer de les améliorer. Et ces mêmes informations-là, on est capable de les avoir en fonction de chacun des 24 facteurs d'influence du bonheur. Et les segments qui sont là sont infinis. On peut décider d'y aller avec en fonction de est-ce que nos employés, on veut avoir les différences entre employés syndiqués et non syndiqués, temps partiel, temps occasionnel, il n'y a pas de limite. En cette ère où la rétention des meilleurs employés et le recrutement de nouveaux talents constitue un enjeu clé des entreprises, l'IRB, avec ses innombrables possibilités, représente une solution contemporaine et moderne. Évidemment, l'IRB n'a pas été développé par une armée d'universitaires ou de scientifiques, mais par moins de personnes qui est issue du marketing et des communications. Ça donne un indice qui est résolument contemporain, qui est simple et qui est pertinent. On peut toujours le contester, tout le monde pourra toujours le contester, prétendre que c'est juste de la statistique, mais la statistique, lorsque bien appliquée, c'est une science. En fait, pour l'IRB, le bonheur est devenu une science, carrément. Une science peut-être un peu populaire, certes, mais une science accessible qui permet de savoir les vraies choses, qui permet d'obtenir de l'information utile, pertinente et concrète et qui permet de les mettre à profit rapidement. L'IRB, de par sa simplicité, tant dans son fonctionnement que dans son application, a le potentiel de s'enflammer comme un baril de poudre et de rayonner rapidement sur presque tous les marchés territoriaux, ici et ailleurs. L'IRB est un indice qui s'inscrit dans la tendance mondiale actuelle qui tente de faire une plus grande place à l'humain. L'indice relatif de bonheur représente une belle opportunité pour toutes les sociétés et les organisations qui préconisent d'abord et aussi le développement humain. C'est aussi la possibilité pour différents gouvernements de se doter d'une banque de données colossale, unique et utile. Oui, je suis probablement un rêveur, mais un rêveur qui croit fermement que nos sociétés vont être meilleures à partir du moment que l'humain et la réelle recherche de son bien-être et de son bonheur vont dominer tous les autres aspects. J'espère aussi que j'ai changé un peu votre perception par rapport au bonheur. Merci beaucoup.